La réforme du financement de la maladie et du chômage, qu'est-ce que ça change et qui seront les gagnants et les perdants? Comme on va le voir, les choses pourraient être plus compliquées et passionnelles qu'il n'y paraît. Sur le papier, il s'agit de basculer les cotisations salariales pour l'assurance maladie, qui représentent 0,75% du salaire brut, et celles pour l'assurance chômage, soit 2,4% du salaire brut, sur 1,7 point de CSG supplémentaire. Supprimer ces cotisations entraînerait donc d'un côté une augmentation de la fiche de paye équivalente à 3,15% du salaire brut et de l'autre côté, la hausse de la CSG induirait une perte de 1,67% de pouvoir d'achat avec l'abattement. Au final, le gain sur le salaire serait donc de 1,48% pour un salarié classique. Derrière cette réforme, un objectif central, délester les salariés qui deviennent plus rares et plus volatiles du financement de la protection sociale et reporter une partie de son financement sur le reste de la collectivité et notamment les inactifs. C'est ainsi mettre à contribution tous les revenus, notamment ceux du capital. Sur le papier, les principaux gagnants seraient donc les salariés et les principaux perdants, les retraités. Mais les choses ne sont pas si simples. D'abord, l'économie du basculement du financement des cotisations vers la CSG serait bien moindre pour les très gros salaires. Les cotisations chômage sont en effet plafonnées à partir de 13 076 € par mois. À partir de ce seuil, le taux de cotisation salariale est donc dégressif. La CSG, de son côté, est prélevée sur 100% du salaire au-delà de ce plafond. Du coup, à partir de 13 076 € par mois, l'économie se réduirait et se transformerait même en perte au-delà de 33 000 €. Très peu de salariés seraient néanmoins lésés. Mais il y a ensuite toute la zone de flou concernant les retraités. Aujourd'hui, les retraités ayant un revenu inférieur à 1 198 € par mois pour un célibataire ou 1 838 € par mois pour un couple bénéficient d'un taux réduit de CSG à 3,8%, voire d'une exonération. A priori, seuls ceux situés au-dessus de ce seuil, c'est-à-dire 60% des retraités, verraient leur pouvoir d'achat diminuer de l'ordre de 1,7%. Pas si simple, ni si équitable, cependant, je l'ai dit. Car dans le même temps, les retraités rentiers les plus aisés profiteraient d'une autre mesure d'Emmanuel Macron, celle du taux unique d'imposition à 30% des revenus du capital, intérêts, dividendes, plus-values et loyers, etc. Cela induit de fortes baisses de fiscalité pour tous ceux qui sont soumis aux tranches supérieures et notamment au taux maximal d'imposition. Le taux maximal diminuerait alors de 28,2 points pour les intérêts ou pour les plus-values mobilières et à minima de 10,2 points pour les dividendes et bien plus si est reprise la politique d'abattement actuelle. Les retraités les plus aisés et ayant une grosse composante de capitalisation ne sont donc pas forcément perdants. Pas sûr donc que la hausse de la CSG compense le manque à gagner de la diminution des cotisations compte tenu de la déperdition sur la fiscalité du capital. Reste enfin l'inconnu du maintien de la logique assurantielle du système chômage. Les cotisations chômage des salariés sont des cotisations contributives qui ouvrent droit à des prestations dépendant des cotisations versées. Or, en fiscalisant son financement, le gouvernement déconnecte les cotisations des droits qu'elles ouvrent. Il entend de surcroît étendre la couverture à tous, notamment aux démissionnaires et aux indépendants. Or, cette extension a un coût qui pourrait avoir pour contrepartie une couverture globalement moins généreuse pour les salariés, notamment les cadres. L'idée étant de plafonner les indemnités ou de les forfaitiser. Là, ce sont les chômeurs qui pourraient être perdants et notamment les chômeurs cadres. On le voit, basculer les cotisations chômage sur l'impôt n'est pas une opération exclusivement comptable. Cela touche au principe de notre protection. Et c'est là que le débat pourrait s'enflammer.